Bienvenue sur Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Marie-Morgane Lemuel, l'autrice du livre avec Solène Lehen, Les Négligés, publié chez HarperCollins. Ce livre met en lumière les profondes inégalités dans la prise en charge médicale des femmes. Chers auditeurs, saviez-vous que les femmes, qui représentent la moitié de l'humanité et consomment la majorité des médicaments, sont pourtant encore largement sous-représentées dans les essais cliniques? Imaginez un instant ce que cela signifie. Des traitements souvent mal adaptés, des diagnostics trop tardifs, des douleurs minimisées, et ce n'est pas tout. Lorsqu'elles prennent des médicaments, elles ont 50% de risque en plus de subir des effets indésirables par rapport aux hommes. Pendant des décennies, la médecine a été pensée par et pour les hommes, laissant les femmes dans l'ombre. Prenons un exemple frappant. 80% des femmes ignorent les symptômes spécifiques d'un infarctus. Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité féminine, sont encore vues à tort comme des maladies d'hommes. Pourtant, les Françaises meurent près de 7 fois plus de maladies cardiovasculaires que de cancers du sein. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces inégalités avec notre invitée, Marie-Morgane Lemuel, l'autrice du livre Les Négligés. Elle nous racontera comment des décennies de préjugés ont façonné une médecine aveugle aux spécificités féminines. Elle nous parlera aussi de l'émergence d'un marché du bien-être qui, souvent sans preuve clinique, tente de combler le vide laissé par la médecine conventionnelle. Mais ce podcast, ce n'est pas juste un constat alarmant. Avec Marie-Morgane, nous allons découvrir des initiatives porteuses d'espoir, du bus du cœur des femmes au nouveau programme de recherche plus inclusive, des solutions concrètes émergent. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, que peut-on faire pour que les femmes retrouvent la place qu'elles méritent dans la médecine d'aujourd'hui et de demain? Restez avec nous, on va décrypter, analyser et comprendre comment mieux agir pour la santé des femmes. Je suis Amal Dadol, curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Marie-Morgane, bonjour. Bonjour Amal. Merci d'être avec nous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, racontez-nous comment est née l'idée d'écrire Les Négligés, enquête au cœur du business de la santé des femmes. Alors, c'est né il y a quelques années. Je suis journaliste économique à l'AFP et à l'époque, je couvrais la rubrique pharmaceutique. Il se trouve que je suis aussi amie avec ma co-autrice, Solène Lehen, qui elle est journaliste santé à Radio France. Et donc, ça fait des années qu'on se connaît et on a un peu tendance à faire ce que les journalistes font quand on voit des communiqués de presse un peu farfelus. Ça peut nous faire rire et on a pas mal échangé là-dessus, sur ce qu'on recevait à peu près tous les jours. C'est-à-dire des communiqués qui vendaient des oreillers pour la ménopause, des pantalons pour la ménopause, des compléments alimentaires en veux-tu, en voilà pour l'endométriose ou pour tout type de choses. Et on s'est dit, c'est fou parce qu'on en reçoit de plus en plus ce genre de communiqués et on a l'impression qu'il y a l'émergence d'un marché, surtout avec aussi l'émergence des nouvelles technologies. Donc, il y a aussi des applis de toutes sortes qui commencent à apparaître. Et en même temps, d'autant plus que moi, je souffre d'endométriose, on voyait bien qu'il y avait quand même des maladies de femmes qui restaient totalement négligées, sans traitement. On s'est dit qu'il y avait donc matière à investiguer et à aller voir ce qui se cachait derrière tout ça. Alors, pourquoi les femmes ont longtemps été exclues des protocoles de recherche en médecine? Vous en parlez très bien au début de votre livre. Alors, il y a plein de raisons, mais l'une des raisons, finalement, c'était aussi pour les protéger. C'est-à-dire, il y a eu quand même des scandales, l'affaire du Distilbène, il y avait le thalidomide aux États-Unis, au Canada, en Europe, où des femmes se sont vues prescrire ces médicaments avec à la clé des malformations congénitales. Donc, à un moment, les autorités sanitaires, et particulièrement les autorités sanitaires américaines, parce que c'est là qu'ont lieu la majorité des essais cliniques, elles ont mis le holà, elles ont dit, c'était dans les années 70, on va arrêter de faire des essais cliniques sur les femmes, on va faire très attention en tout cas quand on les inclut dans des essais cliniques. Donc ça a eu lieu pendant 20-30 ans où elles ont été exclues des essais cliniques, mais pour les protéger a priori. Jusqu'aux années 90, où finalement les autorités américaines ont dit on va commencer à les inclure quand même.
Mais ça a mis du temps. Donc, il a fallu encore 20-30 ans pour une meilleure inclusion des femmes dans les essais cliniques. Et le problème avec ça, c'est que aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que dans les essais cliniques aujourd'hui, en majorité, on va dire, c'est 50-50. Il y a des femmes, il y a des hommes à part à peu près égales. Le souci, c'est qu'avant cela, il y a eu des milliers de molécules qui ont été commercialisées et mises sur le marché et qui n'ont pas pris en compte les spécificités des femmes. Or, les femmes, on a eu tendance à penser qu'une femme, c'est un homme comme un autre. Alors que non, pas du tout. Il y a des spécificités de taille, de poids, ça semble assez évident. Mais il y a aussi le rôle des hormones, notamment la façon dont les femmes assimilent les molécules, qui est très différente de la façon dont les hommes les assimilent, la façon dont les médicaments vont rester plus longtemps dans l'organisme des femmes que chez les hommes. Et ça a forcément des effets, et donc des effets secondaires qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui chez les femmes que chez les hommes. Alors, dans votre livre, vous expliquez que la pharmacocinétique, c'est-à-dire la manière dont un médicament est absorbé, distribué, métabolisé et éliminé par l'organisme, varie considérablement entre les sexes, ce que vous venez de dire. Pourtant, pendant des décennies, les essais cliniques ont été basés sur le corps masculin, considéré comme la norme universelle. Donc, ce biais historique a engendré des erreurs majeures, notamment sur les surdosages ou les effets secondaires plus sévères chez la femme, ce que vous nous disiez tout à l'heure. Comment expliquer qu'on ait attendu jusqu'en 2021 pour que la femme, effectivement, soit prise en compte dans les traitements? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu il y a eu des histoires, notamment de surdosage, qui ont commencé à faire réagir les autorités. Par exemple, le zolpidem, qui est un somnifère. En France, c'est le Stilnox. On s'est rendu compte que, du coup, comme on l'a dit, la pharmacocinétique est différente. Donc, ce médicament restait plus longtemps dans le sang des femmes et c'est un somnifère. Donc, elles étaient le lendemain matin encore pas capables de mener leur journée, c'est-à-dire somnolentes. Et avec notamment des accidents de la route nombreux aux États-Unis parce que, bien sûr, si on est somnolent, on ne peut pas faire sa journée de façon normale. Donc, il y a eu ce genre de choses qui ont fait qu'on a commencé à réagir. Même sur les vaccins, notamment la Covid-19, les femmes ont présenté davantage d'effets secondaires que les hommes. Oui, d'une part, il fallait aller vite sur les vaccins, beaucoup plus vite que d'habitude. Et ensuite, oui, ça a été moins étudié, ça reste moins étudié quand même. Et le problème, c'est que les vaccins, a priori, une demi-dose aurait pu suffire chez les femmes. Simplement, voilà, ça n'a pas été pris en compte dans les essais. Oui, vous parlez aussi d'un essai clinique sur l'ADI, A2DYI, premier médicament destiné à traiter le manque de désir sexuel féminin. Les tests en phase 1 ont été réalisés sur 23 hommes et seulement 2 femmes. Oui, c'est presque drôle en fait, ce genre d'exemple. Parce qu'il y a une chose, c'est que les hommes n'ont pas de cycle hormonaux. Donc c'est quand même plus simple pour des chercheurs d'étudier une population de patients qui n'aura pas toutes ces variations hormonales que de les étudier chez des femmes. Et même en laboratoire chez les animaux, souvent ça va être des rats mâles qui vont être utilisés plutôt que des rats femelles. Mais c'est quoi? C'est un aveuglement scientifique? C'est une négligence systémique? En fait, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui, on pense à introduire un médicament pour le désir féminin, donc pour les femmes, en les occultant complètement, en les négligeant carrément du protocole scientifique en amont, quoi. Enfin, oui, mais c'était sur la phase 1, donc c'était pas sur l'efficacité, c'était vraiment sur les effets toxicologiques. Mais oui, c'est un signe comme un autre de la façon dont les femmes ont été traitées par la médecine depuis des siècles. Alors pour vous, c'est dû à quoi? C'est une question d'argent? C'est une question de pourquoi on occulte les femmes encore aujourd'hui? Parce que ce médicament, c'est tout récent. On pense, Ouais. dans notre livre, qu'il y a des biais, des préjugés historiques qui sont là donc depuis très longtemps et que en plus, la santé des femmes, la douleur des femmes est traditionnellement sous-prise en compte. Et ça, c'est pas juste un ressenti. C'est-à-dire que dans le livre, on a interviewé des patientes, des chercheurs, des médecins, etc. Mais on s'est aussi appuyé sur des études et des grandes études qui ont été faites ces 15 dernières années pour étudier ces phénomènes.
notamment sur la douleur, où on se rend compte que oui, qu'il y a toujours ces a priori de femmes un peu hystériques. On n'est jamais très loin de cette notion de la femme hystérique qui va se plaindre beaucoup de maladies de bonne femme. Alors justement, vous racontez l'histoire de Clara dans votre livre. Cette femme de 50 ans, pleine de vie, toujours en mouvement, qui a vécu 2 AVC, 2 accidents qui auraient probablement pu être évités. Le premier a eu lieu il y a 20 ans, elle se retrouve paralysée d'un côté du corps, mais après des examens jugés non concluants, aucun traitement préventif ne lui est prescrit. Clara reprend donc le cours de sa vie, mais elle reste marquée par des séquelles, comme une sensation étrange dans sa joue. Et lorsqu'elle consulte un neurologue, elle espère évidemment des réponses, et là, on lui prescrit des antidépresseurs. Oui, c'est assez incroyable cet exemple, parce qu'on a l'impression que c'est un exemple qui daterait d'un siècle. Or, Clara a la cinquantaine et est une Parisienne. Elle vit donc dans un lieu où elle a accès normalement au meilleur de la santé. Et donc, Clara est rentrée chez elle ce jour-là, avec le neurologue qui ne lui avait pas dit ce qu'il lui avait prescrit. Elle s'est rendue compte que c'était des antidépresseurs. Et donc, le message qu'on lui envoyait, c'est que ce n'était pas des séquelles qu'elle ressentait, c'était un malaise général. C'était psychologique, C'était quoi. psychologique. Et le pire avec Clara, c'est que donc cette situation s'est renouvelée 20 ans plus tard. Elle a fait un 2e AVC. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait des gènes, des évanouissements, enfin des choses qui n'étaient pas bien normales. Et à ce moment-là, elle va voir son médecin. Et là, c'est un nouveau médecin. Elle lui explique qu'elle avait fait un AVC 20 ans avant et qu'elle aurait donc aimé faire un check-up. Juste ça. Le médecin lui dit « Mais non, non, vous avez probablement des soucis d'oreille interne. » Et il l'envoie chez un ORL. Et voilà, 3 semaines se passent et Clara fait un 2e AVC. Et heureusement, elle est encore en vie pour nous raconter ça, mais elle aurait pu mourir ou elle aurait pu avoir des séquelles extrêmement graves. Alors pourquoi les femmes sont-elles encore si peu entendues lorsqu'elles expriment leur douleur ? Pourquoi on en est encore là aujourd'hui ? Mais comme je vous le disais, il y a cette idée que la douleur des femmes, qu'elles en font trop, de toute façon. Il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis qui est assez amusante, en quelque sorte. Enfin, c'est un amusant ironique, on va dire, où on prenait une population témoins et on leur passait des vidéos d'hommes et de femmes qui se plaignaient de douleurs à l'épaule. Et on s'est rendu compte que dans cette population de personnes qui visionnaient les vidéos, quand il s'agissait de femmes, ils avaient plutôt tendance à prescrire de la psychothérapie, et quand c'était des hommes, ils avaient plutôt tendance à dire « cet homme a besoin d'antalgiques ». Et c'était il n'y a pas très longtemps. Alors, vous pointez dans votre livre qu'en 2021, un rapport de l'IPEN, donc le réseau international pour l'élimination des polluants soutenu par l'ONU, affirme que les femmes sont généralement plus touchées de manière disproportionnée par l'exposition aux produits chimiques et aux déchets. Mais concrètement, comment expliquer que les femmes soient davantage exposées que les hommes, même lorsqu'elles partagent le même environnement en fait ? Qu'est-ce qui fait que les femmes sont plus sensibles à l'environnement toxique que les hommes ? Eh bien, en fait, c'est ça, c'est qu'elles ne sont pas exactement exposées de la même façon que les hommes. D'accord, c'est-à-dire ? Alors, il y a la question des cosmétiques. Alors, ça peut être des mini-doses, mais des mini-doses tous les jours pendant 30 ans, c'est pas forcément négligeable. Vous parliez du rouge à lèvres dans votre livre d'ailleurs, moi ça Oui. m'a fait réfléchir. Le rouge à lèvres, il y a des toxines apparemment qui ne sont pas forcément encadrées aujourd'hui, qu'on a tous les jours, qu'on mordit tous les jours. Et surtout qu'on sait que l'exposition, c'est une exposition multifactorielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre juste l'exposition sur un rouge à lèvres, il faut prendre l'ensemble de l'écosystème et les interactions qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Donc, il y a les cosmétiques, mais il y a aussi le travail ménager, c'est-à-dire que malgré la pseudo-égalité des tâches, on sait bien que les femmes font encore beaucoup plus le ménage chez elles. Et donc, le ménage, ça veut dire des produits ménagers qui sont potentiellement nocifs. Par exemple, vous avez changé quoi chez vous, après cette découverte ? Quels produits ménagers vous utilisez et quels sont ceux que vous n'utilisez plus ? Alors moi, pour l'instant, j'ai pas trop modifié. Je suis une mauvaise élève, mais j'y pense. Alors, et quid des rouges à lèvres ? Puisqu'on sait, alors vous écrivez dans votre livre, les femmes peuvent ingérer jusqu'à 20 grammes de baume à lèvres par an. Comment on explique qu'il n'existe pas une réglementation plus stricte sur la composition de ces produits ? Parce qu'en fait, moi, je découvre en lisant votre livre
qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. On peut mettre ce qu'on veut. C'est vrai que d'ailleurs, quand on achète un rouge à lèvres, on ne voit pas la composition. Je ne sais même pas si elle est écrite, je ne sais même pas si je la regarde, je ne sais même pas si elle existe. Si, je pense qu'en regardant bien, on voit la composition. J'imagine c'est comme l'application Yuka. C'est-à-dire il y a quand même des choses qui existent. Simplement, ça prend du temps de se renseigner. On n'a pas forcément le temps. Et quand on va dans un magasin, on n'y va pas forcément avec toute sa liste de composants qu'on aimerait bien éviter. Donc, solution de facilité, on prend ce qui nous plaît, on ne se demande pas forcément. Vous expliquez dans votre livre qu'en 2023, une nouvelle molécule, le fézolinétan, a fait beaucoup parler d'elle après avoir été approuvée par la FDA aux États-Unis. Donc la FDA, c'est la Food and Drugs Administration, l'organisme qui approuve les médicaments. Donc ce traitement non hormonal développé par le laboratoire japonais Astellas promet de réduire les bouffées de chaleur liées à la ménopause. Les études montrent une réduction de 60% de la fréquence et de l'intensité des symptômes. Donc sur le papier, c'est super impressionnant. Sauf que vous mettez en lumière les essais cliniques du groupe placebo, où vous dites que les femmes qui n'étaient pas soumises au vrai traitement ont, elles aussi, vu leurs symptômes diminuer de 45%. Donc un effet placebo massif qui n'est pas nouveau, mais qui montre à quel point ce phénomène est puissant chez les femmes sujettes à ces troubles. Et là, vous soulignez un vrai problème. Cet effet placebo bien connu a ouvert la porte à un véritable méno-business, le business de la ménopause. Compléments alimentaires, tisanes, miracles, baumes hors de prix, ces produits sont vendus comme des solutions naturelles, mais sans preuve. Sans preuve scientifique, est-ce qu'on en a besoin toujours? Mais en tout cas, il y a ces allégations qui ne sont pas forcément prouvées. Et surtout, à des tarifs 3 fois supérieurs à ceux des traitements hormonaux traditionnels, qui, eux, sont remboursés par la sécurité sociale. Alors ma question est simple, comment expliquer qu'un phénomène aussi connu que l'effet placebo devienne un outil marketing? Et surtout, comment protéger les femmes contre ces dérives commerciales qui exploitent leurs besoins et leurs craintes? Vous dites que la question est simple, c'est pas si simple. Le fait est que la ménopause, qui n'est donc pas une maladie, mais une étape de la vie des femmes, est de mieux en mieux médiatisée, on va dire. Parce qu'il y a des grandes stars hollywoodiennes qui ont commencé à en parler. Et qu'aujourd'hui, on commence à avoir ce mouvement où des femmes disent « je suis ménopausée, ça n'est pas la fin de ma vie ». Et c'est important d'avoir ce genre de discours public. Mais parallèlement, ça veut dire aussi qu'il y a ce marché et que quand il y a un marché, parce que ces femmes, en général, ont la cinquantaine et donc un pouvoir d'achat qui est plus important que quand on a 20 ans. Donc quand il y a un marché, il y a forcément des acteurs qui vont se positionner. Le fait est que les laboratoires, de plus en plus, je parle des gros laboratoires, se lancent dans le traitement des symptômes de la ménopause, alors même qu'il existe un traitement hormonal depuis 20 ans qui a été décrié plutôt à tort qu'à raison. Oui. En tout cas, le traitement hormonal en France n'est pas du tout le même que celui qui a été décrit aux États-Unis, d'une part. Donc, il existe déjà ce traitement. Mais malgré tout, donc décrié, aujourd'hui, il n'y a plus que 6% des femmes ménopausées en France qui vont le prendre. Donc, ça a quand même nettement diminué. Ça veut dire qu'il y a encore tous ces symptômes. Il y a au moins une trentaine de symptômes de la ménopause différents à traiter. Et ça peut être très rentable pour un laboratoire de se positionner sur tel ou tel symptôme. Justement, vous parliez tout à l'heure des stars et des personnalités qui ont parlé beaucoup de la ménopause et notamment aussi de l'endométriose. Comme Gwyneth Paltrow, vous parlez de sa société Goop, qui a été condamnée à maintes reprises pour publicité mensongère. Comment expliquer que ces marques-là séduisent autant de femmes malgré des produits critiqués et des condamnations judiciaires? Elles continuent d'exister. Mais parce qu'il y a un grand trou, il y a un grand vide. Quand on souffre d'une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement, il est évident qu'on va aller chercher toutes les possibilités. Et si à ce moment-là, quelqu'un, un charlatan, ou alors une célébrité qui est censée avoir du poids quand même dans la société, vous dit ça peut marcher sur vous, ben on va y aller. Moi, dans mon cas, j'ai souffert d'endométriose et à un moment, quand j'allais voir un médecin, il me disait on va faire une ablation de l'utérus. Donc, c'est un peu radical. À ce moment-là, est-ce que j'aurais très bien pu aussi aller voir toutes les possibilités extérieures pour essayer de me dire quelle est l'autre possibilité plutôt que ça? Alors justement, comment vous avez géré ça? Parce que vous en parlez dans votre livre, vous avez souffert d'une adénomiose. Oui. Donc votre médecin vous propose une ablation de l'utérus.
Et du coup, quelle a été votre réaction face à ça, cette proposition? Alors, l'horreur. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit dans le livre, hein. On n'est pas en train de dire qu'il faut absolument éliminer les ablations de l'utérus. Simplement, certains médecins ont tendance à proposer ça comme si c'était absolument sans aucune conséquence, ce qui n'est pas exactement le cas. Non, moi j'ai fait un mélange d'ostéopathie, de yoga, de diverses pratiques avec des antidouleurs. Et fort heureusement, j'avais une endométriose qui me laissait un peu en paix, en fait, par rapport à d'autres patientes qui souffrent beaucoup plus que moi. Et du coup, vous en êtes où aujourd'hui par rapport à ça? Parce que vous avez opté pour les solutions naturelles et pas du tout les solutions chimiques, ni même hormonales, hein, puisque aujourd'hui, on peut traiter l'adénomiose aussi avec la pilule, par exemple. Quelle est, vous, votre posture par rapport à ça? Et vous en êtes où aujourd'hui? Alors moi, j'ai pas de posture par rapport à ça. C'est-à-dire que si j'ai pris des traitements hormonaux, la pilule, pendant très longtemps dans ma vie, donc arrivé à 40 ans, j'avais plus spécialement envie de reprendre un traitement hormonal. Mais c'est vraiment personnel et j'ai tenu ma ligne parce que mon niveau de douleur était encore supportable. Sinon, j'aurais pris un traitement hormonal. Je n'ai pas de grands principes là-dessus. Je pense qu'en fait, ça peut être très, très, très important d'avoir ce type de traitement, surtout quand on est une jeune femme de 20 ans et qu'on finit dans des douleurs impossibles à gérer tous les mois. Alors, les produits à base de THC, de CBD, on en pense quoi? Vous en parlez dans votre livre. On ne sait pas en fait si ça va être efficace ou pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire que peut-être que ça va être efficace, mais il manque de preuves scientifiques. Donc, on peut les prendre, mais à ce moment-là, tout en sachant qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Ça a été validé sur des rats, sur des animaux de laboratoire. Des rats mâles ou femelles? Ça, je ne sais pas. Probablement mâles. Alors du coup, oui, très bien, ça va peut-être marcher, mais avant d'acheter des patchs à 20 € le patch, peut-être qu'il faut qu'on nous dise clairement, ça peut être efficace et ça peut ne pas l'être. Oui, et puis il y a le placebo aussi là-dedans. Et il y a aussi le placebo, oui. Les femmes sont très sensibles au placebo, donc il suffit qu'elles mettent 40 € dans un produit pour que ça les soigne, en fait. L'illusion d'avoir investi suffisamment. On a envie que ça marche. On a envie que ça marche, et donc l'envie que ça marche fait que ça marche. Mhm. Donc quelque part, c'est bien, parce que le résultat à la fin est atteint. C'est un peu cynique. Alors, justement, entre ces pratiques alternatives et la médecine conventionnelle, où faut-il tracer la ligne? Comment protéger les femmes des dérives tout en répondant à leurs besoins légitimes de soins adaptés, sans tomber dans le cynisme? Je pense qu'en termes de médecine traditionnelle, c'est assez important de se diriger vers les bons professionnels, déjà d'une part, et de demander un deuxième avis si besoin. Enfin, si besoin, c'est-à-dire que si on a un professionnel en face de nous qui ne nous entend pas, qui néglige nos symptômes, qui nous dit « mais madame, ça va passer, vous inquiétez pas, mais vous saignez, mais c'est pas grave, vous allez attendre la ménopause » ou alors on va vous faire une ablation de l'utérus ou voilà, ce genre de choses. C'est plutôt opportun d'aller voir un deuxième spécialiste, voire un troisième. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les femmes aussi, mais comme tous les patients, prennent leur santé en main en se disant ça ne dépend pas que des soignants. Je me connais, je connais mon corps et donc je ne vais pas forcément croire ce qu'on me dit. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour dire qu'il faut avoir une défiance vis-à-vis de la science. C'est pas ça du tout. Simplement savoir, oui, demander un autre conseil si besoin. La questionner, quoi. La questionner un peu. Pas la science. Pas questionner la science, mais questionner peut-être ce que le soignant va dire. Et c'est deux choses différentes. Questionner la science aussi, parce qu'elle évolue de toute façon, on peut toujours questionner. C'est le principe de la science, c'est de la questionner pour pouvoir la faire évoluer. Donc après, il faut être scientifique pour pouvoir la questionner, mais effectivement, questionner son médecin. Justement, on vient de voir ensemble que la partie financière n'était pas neutre, que tous ces compléments alimentaires, ces tisanes magiques et c'est chez Goop, là, qu'est-ce qu'ils nous ont vendu? Les œufs vaginaux. Voilà, les œufs vaginaux, tout ça, ça coûte de l'argent. Hein. Nous, on a fait des sujets sur les compléments alimentaires. Hein. Si on devait prendre à peu près tout ce dont on aurait besoin, ça serait pas loin de 100 € par mois. C'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Sans compter les consultations chez les thérapeutes ou chez les praticiens spécialisés en pratiques alternatives ou complémentaires. C'est pas neutre. Ce qui fait que certaines femmes, du coup, sont amenées à renoncer, à prendre soin d'elles, parce que, en fait, elles n'y arrivent pas. Soit on leur propose, d'un côté, ça va être l'ablation de l'utérus, et puis de l'autre, des soins qui vont coûter très cher et qui ne seront pas remboursés. Est-ce qu'on n'assiste pas, du coup, à une financiarisation de la santé des femmes? Oui, et c'est ça qu'on trouve vraiment terrible.
C'est-à-dire que quand on vit à Paris ou dans un grand centre urbain, il y a de plus en plus de centres de soins ou de centres de santé pour les femmes ou de centres de bien-être qui vont offrir tout type de soins. Et pour les centres de santé pour les femmes, finalement, pourquoi pas? C'est-à-dire que oui, si on a les moyens, que ça veut dire qu'on aura accès à des super gynécos sans avoir à attendre 6 mois, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que parallèlement, les centres publics sont de moins en moins nombreux. Et donc, on arrive, comme pour tous les autres domaines de la santé, à une médecine à 2 vitesses. Et moi, je suis originaire de Haute-Saône en Franche-Comté, donc c'est vraiment un endroit assez rural dans l'est de la France. Et on a parlé à l'un des médecins sur place, qui est gynécologue à l'hôpital Nord-Franche-Comté, qui nous expliquait que lui, il prend quasiment plus de nouvelles patientes. En tout cas, que c'est extrêmement difficile. Quand on est une patiente là-bas, qu'on a besoin d'un rendez-vous chez son gynécologue, on va attendre des mois et des mois. Et en Haute-Saône, il y a quasiment plus de gynécologue libéral, donc il faut aller à l'hôpital. Donc une lettre de son médecin traitant qui nous adresse à l'hôpital. Donc en fait, on se dit, dans ces départements-là, il n'y a plus de médecins. Et dans des grands centres urbains comme Paris, il y a des médecins qui sont accessibles assez facilement, à condition de payer beaucoup plus cher que ce qui est remboursé par la Sécu. Oui, les fameux déserts médicaux. Donc ça, on est sur une affaire publique. C'est ça. Et c'est aussi ce qu'on dit dans le livre, c'est on ne peut pas laisser la santé des femmes, la santé en général, mais ça se retrouve aussi dans la santé des femmes, simplement à des acteurs privés. Ça n'est pas possible. C'est la moitié de la population. Ne serait-ce que faire de la prévention, au final, ça va faire des économies importantes à la sécurité sociale. Si les femmes ne développent pas tel ou tel type de cancer, à la fin, ça sera bon pour la sécurité sociale. Mais on ne peut pas laisser ça à des acteurs privés qui sont plus ou moins sérieux. Alors, dans votre livre, vous parlez également de certains scandales médicaux, donc notamment l'affaire des implants pelviens, les mèches, qui a été un scandale sanitaire majeur. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé à cette occasion ? C'est des implants, notamment pour des prolapsus, qui ont été implantés chez les femmes depuis une vingtaine d'années, peut-être même plus. Et depuis les années 2010, même un peu avant, on a des signalements de douleurs insupportables, d'incontinence urinaire. Enfin, il y a plein de types de problèmes qui ont été mis au jour. C'est remonté aux autorités sanitaires, que ce soit aux États-Unis ou en France, mais les autorités sanitaires ont mis énormément de temps à réagir. Et donc, ça fait des scandales où on a des milliers de femmes dans le monde qui se retrouvent à avoir leur vie ruinée parce qu'on ne leur a jamais dit. C'est-à-dire que quand ils ont fait ces opérations, leur médecin leur a dit probablement, oui, il y aura ça va faire peut-être un peu mal, mais c'était quand même pour une amélioration de leur confort de vie. Finalement, on se retrouve parfois avec des vies qui sont brisées. Et le problème avec ces implants, c'est que souvent, on ne peut plus les enlever. Ils s'intègrent au tissu du corps humain. Donc, en fait, on ne peut plus les enlever. Donc, c'est sans solution. Prolapsus, qu'est-ce que c'est ? C'est une descente d'organes. Sur les descentes d'organes, effectivement, ou les incontinences anales ou urinaires, il y a un gros tabou. On en parle très peu, même les femmes entre nous, c'est très peu adressé. Donc, comme c'est très peu adressé, donc la prévention n'est pas ou peu adressée aussi. Je pense notamment aux accouchements, à la rééducation post-accouchement, où on propose 10 séances chez le kiné pour rééduquer un périnée qui vient de subir effectivement l'équivalent peut-être de 10 marathons. Comment vous expliquez ce tabou, qui est aussi d'abord féminin? Comment vous expliquez ça? J'imagine que globalement, les femmes sont encore dans l'imaginaire collectif associé à cette image un peu pure, et que du coup, tout ce qui est urine, fuite ou sang, globalement, on n'a pas envie de connaître, on n'a pas envie de savoir. Cela dit, pour revenir là-dessus, la France est pour le coup l'un des pays qui prend le mieux en compte cet aspect avec les rendez-vous chez le kiné pour la rééducation du périnée après les accouchements. Moi, j'ai vécu en Australie quelques années. Quand je racontais ça, ça faisait rire tout le monde, parce que rire, ou alors les femmes en rêvaient, mais toujours est-il que ça commençait tout juste à se développer.
Ça n'existait pas. Alors qu'en Australie, ils sont premiers sur le vaccin contre le papillomavirus. Ils sont complètement leaders. Il n'y a plus de cancer de l'utérus grâce à la prévention sur ce sujet-là. Donc c'est assez drôle qu'ils ne soient pas du tout dans cette avancée au niveau de la santé intime des femmes. Et en Allemagne, il semblerait que sur cette question de la santé intime des femmes, il y ait une logique de prévention avant l'accouchement des femmes liée effectivement à la santé périnéale post-accouchement. Donc il y a même déjà, je crois, des propositions de renforcement périnéal avant l'accouchement. Ah, c'est fantastique, ça. Ouais. Et après, il y a une vraie prévention sur ce sujet-là. À vérifier, mais il me semble qu'en Allemagne, en tout cas, ils sont encore plus avancés que nous en France, où je trouve qu'il y a un vrai sujet et que c'est assez triste, parce qu'en plus, même entre nous, les femmes, on n'en parle pas assez, ce qui fait un gros malaise et pas mal de tabous. Et ce qui n'est pas dit entre nous, en fait, ne sortira jamais, quoi. Donc, je pense que c'est important d'en parler pour que derrière, ça soit mieux pris en compte au niveau des instances publiques. Mais je suis totalement d'accord, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment une chose que les femmes doivent aussi réaliser, c'est qu'il faut parler de ces sujets. Parce que quand on n'en parle pas, ils n'existent pas. Et ils n'existent pas dans le débat public. Et donc, ils n'existent pas pour les autorités. Et il n'y a pas d'enveloppe qui vont être débloquées si on ne montre pas qu'il y a un problème, ou en tout cas un sujet ou une thématique sur laquelle mettre de l'argent. Absolument. Et nous, pour avoir adressé ce sujet-là avec une grande gynécologue qui s'appelle Anne de Kervesdoué, on avait parlé de ces fameux implants, même liés aux incontinences urinaires. Elle expliquait que, en fait, c'est pas neutre, cette opération-là. La main qui opère est importante. La qualité de la main qui opère, c'est de l'orfèvrerie, en fait, cette opération. C'est pas quelque chose qui est neutre, et donc il y a peut-être d'autres choses avant à penser, à songer. Ces autres choses-là, on les connaît pas forcément parce que, en fait, ce qui n'est pas nommé n'existe pas, ce qui n'est pas raconté, expliqué, n'existe pas, et du coup on reste comme ça dans une espèce de no man's land où les femmes ne partagent pas, et donc du coup tant que c'est pas partagé, c'est pas adressé dans le débat public. Et moi je pense qu'effectivement le physique de la femme est magique comme le physique de l'être humain, et qu'il y a des choses naturelles. Vous parliez tout à l'heure du yoga, mais qui demandent peut-être du temps, mais avec des pratiques régulières qui peuvent aider les femmes à s'auto-réparer avant d'aller vers des solutions un peu radicales. Ouais. Alors, on vient de parler de tous ces constats un peu alarmants, mais il y a quand même des initiatives qui commencent à inverser la tendance et à redonner aux femmes une place dans la recherche médicale et la prise en charge de leur santé. Quelles sont les actions récentes qui vous donnent de l'espoir? Vous en parlez dans votre livre. D'ailleurs, la préface de votre livre a été écrite par le professeur Claire Mounier-Veillé, cardiologue au CHU de Lille, qui est très investi dans la santé cardiovasculaire des femmes, qui a créé notamment le Bus du Cœur, qui est une belle exemple d'action sur le terrain. D'ailleurs, j'ai reçu un communiqué de presse pour dire que cette année, en 2024, ils ont contribué au dépistage de 5000 femmes cette année, en 2024, 5000 femmes. Pensez-vous que ces initiatives sont suffisantes? En tout cas, elles commencent à faire un peu bouger les choses. Elles font boule de neige. C'est-à-dire que la professeure Mounier-Veillé, elle a commencé à prêcher. Je pense qu'au départ, elle prêchait probablement dans le désert, et maintenant, c'est une femme qu'on écoute. La Fondation du Cœur des femmes et le Bus des femmes, on commence de plus en plus à savoir ce que c'est. D'ailleurs, visiblement, les municipalités ne s'y trompent pas et les accueillent partout en France. Donc, je pense que ce type d'opération, c'est essentiel. Et ça fera peut-être effet boule de neige, mais en tout cas, ça met le sujet bien en vue. Et ça, c'est important, parce qu'une fois qu'il est en vue, on ne peut plus faire comme si on l'ignorait. Donc oui, la santé cardiovasculaire des femmes, c'est un vrai sujet. C'est leur première cause de mortalité. On n'en parle pas assez. Dans les cursus de médecine, visiblement, on n'en parle toujours pas beaucoup. Et donc ça va changer, y compris si on a des grands professeurs comme Claire Mounier-Veillé qui en parlent, qui sont sur les réseaux sociaux, qui font cette fondation. Et c'est essentiel. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait un partenaire commercial pour l'aider dans la promotion et le financement de cette initiative. Et je trouve ça chouette qu'il y ait des marques, notamment là, c'est l'agroalimentaire, qui soutiennent ce genre d'action à défaut des instances publiques, parce que je pense que tout ne peut pas venir de l'État. Et que le business doit contribuer au bien-être de l'humain. Oui, non, puisqu'on parle de business. Oui. Et votre livre parle de business. C'est pas du tout pour dire qu'il ne faut pas d'acteurs privés. Simplement, il faut un équilibre quand même. On ne peut pas tout laisser au privé. C'est ce qu'on dit. Mais oui, effectivement, il faut, par exemple, pour les investissements.
C'est important qu'il y ait des grands fonds d'investissement qui fassent de la santé des femmes une thématique d'investissement. Et pour cela, il faut qu'ils soient convaincus, parce que c'est des fonds d'investissement, donc bien sûr qu'ils veulent avoir un retour sur investissement. Ça, on ne va pas le changer, c'est comme ça. Bon, eh bien, il faut qu'ils soient convaincus que la santé des femmes est un secteur qui peut leur rapporter. Et mine de rien, ces fonds ont énormément d'argent à placer. Donc, s'ils arrivent à se dire que l'endométriose, le fibrome-utérin, le syndrome des ovaires polykystiques, etc., c'est un endroit où aller parce que, oui, il y aura de l'argent derrière pour eux. Et moi, je dis très bien, tant que ça bouge. Si vous aviez un message clé à faire passer aux femmes qui nous écoutent, quel serait-il ? Se faire entendre y compris par les autorités, ne pas hésiter à dire qu'elles souffrent de ceci ou de cela, parce qu'il faut qu'on dépasse ces questions de tabou, que ce soit sur les règles. Ne pas hésiter, par exemple, à demander un congé menstruel en entreprise, puisque finalement, maintenant, c'est possible, donc autant le faire. Sans en rougir, c'est un phénomène physiologique qui n'a pas à avoir de tabou associé. Demander un deuxième avis aussi chez le médecin. Et ce que vous disiez, c'est que la santé, c'est effectivement un ensemble de choses. Donc, si ça passe aussi par de l'exercice physique, du yoga, enfin, peu importe, si ça fait du bien, allez-y. En faisant bien attention à ne pas aller dans ces dérives avec des compléments alimentaires très chers, pas forcément prouvés, etc., etc. Quelles sont les dérives qui vous ont le plus frappé ? Alors, vous parlez beaucoup de Goop, que ça, c'est quand même édifiant. Elle a été condamnée, je crois, à des amendes et elle continue de bien fonctionner, elle continue d'être un succès. Enfin, voilà, moi, je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas si ces condamnations n'ont pas fait suffisamment de publicité, mais qu'est-ce qui vous avoue le plus surprise dans toutes ces choses qui existent aujourd'hui dans le business de la santé ? Je pense que ce n'est pas un produit en particulier, que c'est plutôt le fait qu'en jouant sur la notion de bien-être, on puisse vendre tout et n'importe quoi. Et ça, c'est très gênant. C'est-à-dire que juridiquement, effectivement, on ne peut pas dire tel produit va vous guérir. On ne peut pas en tout cas l'inscrire. Et les rares sociétés qui le feraient, comme Goop, en général, sont rattrapées par la justice. Mais en revanche, si on dit que c'est du bien-être, à ce moment-là, c'est un grand flou où tout est possible. Tant qu'on ne dit pas c'est de la santé, ça va vous guérir. Le problème, c'est qu'en fait, les femmes, quand elles achètent tel ou tel produit, c'est pas juste pour le bien-être. Et si elles sont prêtes à mettre 100 € dans des compléments alimentaires, c'est pas juste parce qu'elles se disent qu'elles vont être un peu mieux à la fin du mois. C'est parce qu'elles espèrent vraiment qu'elles n'auront plus de douleur, par exemple. Et la promesse bien-être, en fait, pour vous, c'est quoi en fait l'idée ? C'est de réglementer aussi. C'est quoi l'idée derrière ça ? Effectivement, c'est très fourre-tout. Et il y a quand même des sociétés qui font attention sur les termes, à ne pas utiliser le mot santé, guérison, mais qui plus ou moins promettent ça. Et à ce moment-là, mais c'est très compliqué pour les autorités parce que il y en a des milliers de sociétés comme ça. Donc en fait, être derrière chaque site internet ou chaque thérapeute pour vérifier ce qui est dit, c'est complexe. Donc peut-être qu'il faudrait passer par plus d'éducation à ça. Alors, quel conseil donneriez-vous aux patientes pour mieux se faire entendre dans leur parcours médical ? Quelle est votre conviction là-dessus ? Comment se faire mieux entendre ? Parce que ça, c'est un sujet que je vois beaucoup, et pas que dans la santé d'ailleurs. Je trouve que la parole des femmes est souvent mal qualifiée. Alors, c'est complexe comme question parce que j'ai l'impression que les a priori sont tellement profondément ancrés, et c'est pas seulement chez les hommes, et c'est pas forcément, on dit pas qu'il y a un grand complot masculiniste, mais on a tous des préjugés, hommes et femmes, médecins hommes et médecins femmes, sur la norme et ce qui n'est pas la norme, voilà. Et du coup, c'est vraiment c'est difficile. Moi, je continue de penser qu'il faut aller voir si on a un vrai problème de santé et que la réponse du premier spécialiste ne nous convainc pas totalement, prendre un deuxième rendez-vous avec un autre spécialiste. Comment vous vous informez, vous ? Les médias traditionnels, principalement. Et sur la santé, des livres, notamment des livres anglo-saxons,
parce qu'il y a beaucoup de livres écrits par des auteurs américains qui sont un peu en pointe, j'ai l'impression. À quel niveau ? Par exemple, sur le cerveau, sur la santé des femmes aussi, sur les médicaments. Il y a un vrai secteur de l'édition qui est consacré à tout cela. Et c'est en général des livres qui sont costauds, qui sont bien faits et en plus qui sont attractifs. On n'a pas l'impression de lire quelque chose de rébarbatif. Ouais, donc c'est multiplier les sources d'informations, au-delà effectivement même de la zone du territoire dans lequel on vit, d'aller regarder ce qui se passe chez nos voisins européens ou asiatiques ou américains. Oui, mais après, c'est ce qu'on dit toujours, il faut toujours faire attention à qui parle. Et quand même, la presse traditionnelle, les médias traditionnels, a priori, font quand même le travail de vérification des sources, des informations, etc. Oui, mais il y a beaucoup aussi de contradictions selon les médias, notamment sur les compléments alimentaires. Nous, on a fait des sujets là-dessus, avec 3 personnes différentes, toutes très qualifiées, et vous avez 3 discours qui peuvent être aussi différents sensiblement sur certains aspects. En fait, je veux dire, on l'a vu pendant le Covid, vous avez plein de médecins qui n'étaient pas tous d'accord sur certains sujets, quoi. Donc, comment on fait, nous, après, simples mortels, pour se faire sa propre opinion, quoi, prendre la meilleure décision qui soit pour nous-mêmes, en fait, c'est ça le sujet. C'est pas simple, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de vérité. Je dirais pas ça, je pense qu'il y a quand même une vérité, c'est-à-dire que l'OMS, au moment du Covid, c'était quand même l'autorité, on pouvait s'attendre à ce qu'ils disent des choses qui étaient totalement validées scientifiquement. Il y a eu d'autres organismes comme ça. L'INSERM en France, ce qu'ils disent, ça va pas être n'importe quoi. Le CNRS aussi, donc il y a quand même ces grands organismes de recherche qui ne disent pas n'importe quoi. Après, oui, il y aura toujours des médecins qui ne vont pas être d'accord, mais quelle est la source officielle ? Voilà, l'OMS, je ne sais pas, sur le cancer, l'Institut Curie sera beaucoup plus fiable plutôt qu'un acteur qui n'est pas forcément un grand cancérologue, par exemple. Donc si, moi je pense qu'il y a quand même des experts et que ces experts, ces vrais experts, c'est comme moi si je vous disais demain je suis spécialiste de la santé des femmes parce que j'ai écrit un livre, non, je ne suis pas une experte. Voilà, donc il faut quand même faire la différence. Qui sont les gens qui parlent ? D'où viennent-ils ? Et ça, je pense qu'on arrive quand même à faire un peu la différence si on veut bien faire cet effort-là. D'accord, donc aller vers les grandes instances comme l'OMS, l'INSERM, pour pouvoir avoir effectivement l'information fiable. En fait, c'est les instances qui vont agréger un certain nombre d'infos et qui vont après sortir l'information fiable sur laquelle on peut baser sa réflexion, c'est ça ? Oui, exactement. Eh bien, merci Marie-Morgane. Merci. En discutant aujourd'hui avec Marie-Morgane Lemouel et en parcourant les pages de Les Négligés, nous avons pris la mesure des inégalités profondes qui traversent le champ médical. Ce constat est frappant, mais il n'est pas une fatalité. C'est un appel à agir, à repenser la place des femmes dans la recherche clinique, les diagnostics et les traitements. Parce que comprendre en quoi le sexe influence telle ou telle maladie, ce n'est pas seulement aider les femmes, c'est un progrès qui bénéficiera à tout le monde, hommes compris. Nous avons évoqué des scandales, comme celui des implants pelviens, mais aussi des initiatives qui redonnent espoir, comme le bus du cœur des femmes, ou les efforts pour rendre la recherche plus inclusive. Ces démarches montrent que le changement est possible, mais le chemin reste long. Pour que la médecine devienne enfin équitable, il faut investir évidemment dans la recherche, former les professionnels de santé aux spécificités féminines et surtout écouter la parole des patientes. Ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de justice sociale et de dignité humaine. Un immense merci à Marie-Morgane pour son engagement et son travail, et aussi à Solène qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est avec nous, avec le cœur, je sais. Leur livre n'est pas qu'un constat, c'est une feuille de route pour construire une médecine plus juste. Et merci à vous, chers auditeurs. Informez-vous, posez des questions, demandez des réponses. La santé des femmes mérite d'être une priorité pour nous tous. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode. Voilà, chers auditeurs, vous le savez, l'aventure ne s'arrête jamais ici sur Blooming You. Avant de partir, un petit rappel. Nous sommes un média indépendant et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Chaque souscription, chaque soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu authentique, libre et inspirant. Alors il y a plein de façons de nous soutenir, que ce soit en cliquant sur « Rejoindre » si vous êtes sur YouTube ou directement sur le site bloomingyou.fr. On ne va pas se mentir, le soutien financier est essentiel. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas souscrire, tout
ou plutôt presque tout, reste accessible comme toujours, gratuitement. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre notre cercle privilégié ? Si oui, vous savez où cliquer. On vous attend.